Waouh, les petits angoissés! Est-ce qu'un enfant déficient, harcelé par ses camarades d'école, peut devenir une bombe à retardement? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! Il n'est vraiment pas beau, le malheureux Binette. On peut même dire que la laideur est ce qui le caractérise le mieux. Il a 16 ans pourtant, l'âge où l'on devrait commencer à plaire. Mais pour lui, rien à faire. À tous les habitants du village de Saint-Pierre-l'Église, dans le Maine-et-Loire, il ne peut inspirer que le mépris, la dérision ou le dégoût. Pour le décrire, il n'y a pas de meilleure comparaison que ces images qu'on trouve parfois dans les rébus pour expliquer la syllabe « laid ». Oui, c'est cela, Binette. Son visage est étroit et dévié, avec au milieu le nez qui penche d'un côté, ses épaules sont inégales, la gauche s'abaisse fortement. Il est tout maigre, il a un pied beau et il boite. Sous son front bas, son regard rusé et fuyant semble contourner les objets et fuir les gens. En plus, il a des boutons. Mais cela au moins, on peut penser que c'est l'âge, et que cela passera dans quelques années, tandis que le reste... Mais au fait, pourquoi s'appelle-t-il Binette? Ce n'est pas un nom, Binette. Ce n'est pas son nom, effectivement, il s'appelle Pierre Laborde. Son surnom lui vient de l'école. Le premier jour, à la rentrée, ses petits camarades ont bien rigolé en le voyant. Avec la cruauté des enfants, ils n'ont pas mis plus de quelques minutes pour lui trouver un surnom. « T'as vu la binette qu'il a, celui-là ?»« Binette, pourquoi pas? T'as pas une tête comme tout le monde. » Le petit garçon ne s'est pas fâché, il s'est même mis à rire plus fort que les autres. « Oui, c'est vrai, je m'appelle Binette. C'est rigolo, hein ?» Depuis, le surnom lui est resté, et Binette est le premier à en rire, car Binette aime beaucoup rigoler. Dernier de sa classe, Binette est considéré par tout le monde comme un cancre, un paresseux, un mauvais sujet. C'est à peine s'il arrive à lire et à écrire. Il faut dire que ce n'est pas si facile quand on est débile et qu'on a par-dessus le marché des difficultés psychologiques. Mais à l'époque, dans les années 40, ce ne sont pas les choses auxquelles on fait attention. Binette s'épuise à suivre les cours destinés à ses petits camarades normaux. Il y a longtemps que ses maîtres ont cessé de faire attention à lui et qu'ils le laissent tranquille au fond de la classe, près du poêle. Mais après tout, Binette s'en fiche. Ce qui compte pour lui, c'est de bien rigoler. C'est sa conception, sa philosophie de la vie. Et Binette rigole à sa manière, une manière comme on dit bête et méchante. Un de ses passe-temps favoris est de prendre un grand bâton, d'y attacher au bout une aiguille et, les jours de marché, de piquer le dos des vieilles femmes. Son coup fait, il s'enfuit à toutes jambes en riant. Le rire de Binette, on le connaît dans le village, un rire méchant, déplaisant, avec, si l'on fait un peu attention, mais personne ne fait attention, un arrière-fond de désespoir. Voici un autre exemple, un autre bon tour de Binette. Celui-là, il en a rigolé après pendant des mois et des mois. Il avait emprunté une brique à une voisine. Il la lui a rendue en la tenant par un bout entouré d'une serviette. La voisine l'a prise par l'autre bout sans méfiance et a poussé un cri de douleur. La brique était brûlante. Binette l'avait passée au four. Et la fois où il a enfermé sa grand-mère dans le clapier avec les lapins, cela aussi c'était un bon coup. Ça aussi, c'était rigolo. Bien entendu, les victimes réagissent, elles vont se plaindre aux parents. Même les gendarmes viennent leur dire de tenir un peu plus leur garnement. Mais qui peuvent-ils, les parents ? Le père, dégénéré et alcoolique, ne fait plus rien depuis longtemps à la ferme. Il maltraite sa vieille belle-mère avec un sadisme évident. En fait, il ne s'intéresse qu'à une chose, son petit atelier de photo qu'il a installé dans une pièce où personne n'a le droit d'entrer. Et, pour le père Laborde, la photographie est un art bien particulier. Il adore faire des montages. Tantôt ce sont des clichés carrément pornographiques, tantôt des compositions macabres qui laissent rêveur. Ce qu'il adore par-dessus tout, c'est se représenter en guillotiné, descendant de l'échafaud en tenant sa tête à la main. Comme on le voit, question rigolade, Binette a de qui tenir. Et bien sûr, il ne faut pas demander à un père qui se livre à d'aussi passionnantes activités de s'occuper de son enfant. Et la mère ? Elle, c'est autre chose, une espèce d'ogresse qui dirige tout dans la maison, vulgaire, brutale, grossière et bornée. Pour faire bonne mesure, elle ne fait pas en reste avec son mari.
Elle maltraite aussi sa belle-mère. Elle n'est guère plus tendre avec son aîné Jean, un beau gaillard pourtant, le seul, peut-être, qui soit équilibré dans la famille, et qui fait à lui seul marcher le domaine. Pourtant, cette mégère a une faiblesse cachée. C'est justement le petit dernier, son petit Binette. À lui, elle passe tout. Elle envoie promener les gens du village, les voisines et même les gendarmes qui viennent se plaindre. Ce n'est pas méchant. Et puis quoi? Il a bien le droit de s'amuser, cet enfant. On n'insiste pas. Les gens n'osent pas trop se frotter à la mère Laborde. Début juillet 1952, Binette est plus laid et plus seul que jamais. À part sa mère, personne ne fait attention à lui. Si ce n'est pour le menacer, lui dire de ficher le camp. En fait, Binette n'a qu'un ami, un chien, un petit corneau qu'il a recueilli un jour blessé sur la route. Un sale chien, tout moche, que les autres n'aiment pas, parce qu'il n'a qu'une oreille et parce qu'il est estropié et qu'il est ridicule sur ses 3 pattes. Binette aime bien son chien, sans comprendre pourquoi. Il n'est pas assez intelligent pour cela. Il ne sait pas analyser Binette, il ressent les choses, c'est tout. Cet été 1952 est particulièrement chaud. Et il va s'en passer des choses. Dans un journal, Binette apprend par hasard que 2 kilos d'arsenic peuvent empoisonner tout un village. Ça, c'est une nouvelle. Il réfléchit, la bouche grande ouverte. Oh bah alors, c'est rigolo. Il y a plein de trucs là chez nous. Pour la vigne et pour les patates. Et puis, il y en a de l'arsenic. Et plus que 2 kilos. Effectivement, il y a dans la ferme des Laborde 10 kilos d'arsenic sous une forme particulièrement dangereuse, liquide et concentré. Binette va dans la remise, il prend un bidon du produit et le transvase dans une fiole qu'il garde avec lui et qu'il cache soigneusement. À quoi pense-t-il? À faire une bonne blague. À rigoler un bon coup. Pour l'instant, il lui suffit de savoir qu'il a en sa possession, sous sa main, une puissance terrible, de quoi détruire tout le village. C'est sa revanche. S'il le voulait, il pourrait tous les tuer. Lui, si petit, si laid, que personne n'aime. Il est bien plus fort qu'eux. Mais voilà, Binette est trop simple, trop primaire pour se satisfaire d'une vengeance symbolique. Qu'est-ce que cela veut dire, pouvoir? C'est simplement une idée. C'est suffisant pour l'amuser pendant quelques jours. Mais maintenant, ce n'est plus drôle. Et puis, après tout, il faut voir si ça marche, ce truc-là. Il faut voir si c'est vrai. Binette va récupérer sa fiole là où il l'avait cachée, sous le tas de fumier. Maintenant, on va vraiment rigoler. Le soir même, Binette va trouver son frère. « Hé, on boit un coup ?»« Ouais, c'est pas de refus. » Une bonne rasade du produit quand le frère a le dos tourné. Binette n'attend pas longtemps, comme c'est rigolo de le voir gémir, se tordre, lui son frère, le costaud, l'athlète, le beau garçon. Comme c'est rigolo de l'entendre dire qu'il sent la paralysie qui lui monte peu à peu dans les jambes. Il ne peut plus marcher, il est là par terre à gémir. Le médecin conclut à une maladie infectieuse qui laissera Jean Laborde paralysé pour toujours. Et cela continue. Binette n'attend pas. Pourquoi attendre? Qu'est-ce que cela veut dire attendre? Le lendemain, c'est son père qui a le droit à l'arsenic dans son vin. Cette fois, c'est définitif. Le père meurt aussitôt. Malgré la coïncidence, le médecin n'a pas de soupçon. Cet alcoolique dégénéré pouvait mourir d'un instant à l'autre. Et c'est peut-être la brusque maladie de son fils, survenue la veille, qui a causé le choc fatal. Au mois d'août, c'est le tour de la grand-mère maternelle. Toujours pas d'objection de la part du médecin. Elle avait son âge, un grand âge. Mais quand le 26 octobre 1952, c'est la grand-mère paternelle qui meurt, cette fois, même les esprits les moins soupçonneux ont brusquement des doutes. 3 décès en 4 mois, plus une maladie brusque et inexplicable, c'est quand même un peu trop. Le médecin refuse le permis d'inhumer. On demande une autopsie, en même temps qu'une analyse des cheveux du frère aîné. Les résultats sont ahurissants. Dans le foie de la grand-mère, on découvre 29 mg d'arsenic par kilo. C'est une quantité énorme. C'est la même chose pour les cheveux de Jean Laborde. Le malheureux a ingurgité une dose d'arsenic capable de tuer plusieurs personnes. Seule une constitution exceptionnelle lui a permis de survivre. Alors on exhume les 2 autres corps, le père et la grand-mère maternelle. Les résultats de l'autopsie sont exactement les mêmes. Une dose d'arsenic effarante. Peut-on dire qu'il y a une enquête? Il ne reste à la ferme que la mère Laborde et Binette, et on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir lequel des 2 est coupable. Les gendarmes interrogent Binette pendant 12 heures d'affilée. Au bout des 12 heures, il avoue tout. Les 3 meurtres, la tentative sur son frère, la fiole qu'il a remise dans sa cachette, sous le tas de fumier.
Pour le mobile, à la question des gendarmes, « Mais pourquoi tu as fait cela ?» Binette n'a qu'une réponse. « Pour rigoler. » Pour rigoler? C'est l'unique mobile de Binette. On l'arrête, on le met en prison, on va bientôt le juger, mais ce n'est pas cela qui va l'empêcher de rigoler, bien au contraire. Dès qu'il est devant le juge pour enfants, chargé de l'instruction, Binette revient sur ses aveux. « J'ai dit ça parce que j'avais peur des coups. C'est pas vrai, c'est pas moi. » Mais si ce n'est pas lui, qui est-ce? On a bien retrouvé la fiole sous le tas de fumier, avec ses empreintes et l'arsenic dedans. Personne ne peut croire à ce brusque revirement. D'ailleurs, la question n'est pas là. Elle n'est plus là. La culpabilité ne fait aucun doute. Ce qui compte, c'est l'état mental de Binette, son degré de responsabilité. Or, Binette, depuis qu'il est en prison, continue à se livrer à son activité favorite, rigoler. Il faut dire qu'il rigole toujours à sa manière. Il se promène dans les couloirs de la prison déguisé en cow-boy, portant une pancarte sur laquelle il a écrit « Je suis arsenic ». Et malgré ça, malgré ses antécédents familiaux, malgré toute son enfance, malgré ses réponses aux policiers sur le mobile de ses actes, les psychiatres, après l'avoir longuement examiné et contre-examiné, concluent « Simulation se greffant sur un état débile ». Aux yeux des psychiatres, Binette est donc responsable. Son procès s'ouvre le 8 avril 1954, devant la cour d'assises pour mineurs d'Angers, car Pierre Laborde, dit Binette, qui avait 16 ans au moment des faits, relève de cette juridiction. C'est un procès curieux, étrange, qui laisse une impression de malaise. Oh, ce ne sont pas les faits qui sont douteux. L'empoisonnement est prouvé. Les experts toxicologues peuvent dormir tranquilles. La défense ne discutera pas leurs conclusions. Les doses d'arsenic sont tellement énormes qu'il n'y a aucun doute, ce sont des meurtres. Quant à la culpabilité de l'accusé, elle est évidente. Non, ce qui met les gens mal à l'aise, c'est Binette. Dès son arrivée, quand il apparaît entre deux gendarmes, il éclate de rire. Visiblement, il a l'air de trouver que c'est une excellente plaisanterie. Le cadre solennel, impressionnant d'une cour d'assises, la robe des 3 juges et de son avocat. Il trouve ça irrésistible. Quelques minutes avant l'audience, il a déclaré justement à son avocat « Moi, monsieur, je suis l'empoisonneur des juges. » C'est très drôle, et c'est de cela sans doute qu'il rigole encore en arrivant au tribunal. Et pendant tout le procès, Binette va offrir le même spectacle. Un visage ravagé de tiques, un sourire hilar, une bouche tordue d'allégresse qui découvre sans cesse des dents carriées. Entre Binette et le président, un homme austère d'une grande dignité, qui est habitué aux adolescentes difficiles et qui cherche à comprendre, le dialogue s'engage. Un dialogue de sourds, un dialogue de fous. Quelque chose d'absurde, d'irréel. « Vous avez tué votre père ?»« Ouais, j'ai versé du poison dans son vin. »« Pourquoi ?»« Pour rigoler. » Là, Binette rigole d'un coup. Il met une bonne minute à retrouver son souffle. Le juge pour enfants reprend calmement. « Mais enfin, après votre père, vous avez empoisonné vos 2 grands-mères ?»« Ouais. »« Alors pourquoi ?»« Je voulais savoir si c'était vrai que l'arsenic avait empoisonné mon père. » Et Binette s'étouffe de rire. Il promène sur l'assistance un regard qu'il veut malicieux. Il lance des clins d'œil. Il a l'air de dire « Hein, elle est bonne celle-là. » Enfin, arrive le moment décisif. L'audition des psychiatres. Ils sont 2 et ils sont formels, l'un et l'autre. Binette n'est pas fou. Il est responsable de ses actes. Sans doute, il est légèrement débile. Mais toute son attitude, aussi bien en prison que dans le procès, n'est que de la simulation. Binette n'est pas un malade mental. D'ailleurs, on ne pourrait pas le garder plus de 48 heures dans un asile. On ne soigne pas des gens comme lui. Oui, c'est tout le problème en effet. Binette, qui a tué les 3/4 de sa famille pour rigoler, qui se promène dans sa prison déguisé en cow-boy, qui est là hilar depuis le début de son procès, Binette n'est pas fou. Il n'est pas fou parce qu'on ne pourrait pas le soigner. Parce que son anomalie n'entre pas dans la liste de celles qui sont connues et reconnues par l'administration. Les psychiatres l'ont décidé. Binette est tout à fait normal. Binette est quelqu'un comme vous et moi au même âge. On va donc pouvoir le juger et le punir comme tel. Quand le président, d'une voix légèrement émue, annonce que l'accusé est condamné à 30 ans de prison, une peine très lourde pour un coupable de 16 ans, chacun retient son souffle. Alors, dans le silence total, Binette éclate de rire, d'un fou rire comme on n'en a jamais entendu, qui le secoue tout entier. Il en pleure tant, c'est rigolo. Et il rit encore, tandis que les gendarmes l'emmènent.
Pierre Laborde, dit Binette, n'a pas fait 30 ans de prison. Il n'en a fait que 12. Non pas qu'il ait été libéré pour bonne conduite, il s'est très mal conduit. Avec ses plaisanteries continuelles, il s'est fait détester de tout le monde. Mais il est mort, tout simplement. On n'a jamais su exactement de quoi. Un soir d'hiver, on l'a retrouvé sans vie dans sa cellule. On a pensé à un suicide, mais non. Il ne s'était pas suicidé. On a conclu à une mauvaise fièvre. Il est vrai qu'il faisait froid et que la prison n'était pas très bien chauffée. En fait, le malingre Binette était de constitution fragile et il a suffi de pas grand-chose pour l'emporter. Mais pendant ces 12 ans de détention, qu'est-ce qu'il a pu rigoler? Gardiens et détenus peuvent en témoigner. On n'entendait que cela dans la prison, son rire. Vous savez, le fameux rire de Binette, ce rire méchant, déplaisant, avec, si l'on y fait attention, mais personne jusqu'au bout n'a fait attention, un arrière-fond de désespoir. Voilà les petits angoissés, si on peut tirer une moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faisait pas bon être déficient mental dans les années 40. Heureusement, les choses ont changé et le harcèlement est désormais puni. À bientôt les petits angoissés.